Je vais donc appeler les coordinateurs de cette session qui est sur la mutation et l'innovation en chirurgie thoracique. J'appelle donc le professeur Journeau, le professeur Bast et monsieur Alvaro à me rejoindre. Est-ce que le docteur Mar me ferait le plaisir d'être avec moi? Voilà. Donc, là, très bien. On va laisser le docteur Mar ici. Mar ici. Voilà, voilà, voilà. Allez, Philippe, tu te mets là. Bon, voilà. Très bien. Et donc, j'appelle le docteur Gulleken sur l'innovation dans la formation en chirurgie thoracique. Merci, Monsieur le Président. Chers maîtres, chers confrères, merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler de l'innovation, mais l'innovation dans la formation des chirurgiens thoraciques. Et on va faire une certaine continuité avec la séance précédente qui parlait de facteurs humains. En pratique, si on fait un bref état des lieux de la formation et des internes, on voit que notre spécialité, la chirurgie cardio-thoracique, n'a plus, n'a plus vraiment la cote auprès des internes. Effectivement, on est la dernière spécialité chirurgicale à être prise à l'internat. C'est un fait, c'est une réalité. Notre population de chirurgiens cardio-thoraciques, c'est 1001 chirurgiens, 250 internes en formation et assistants, et seulement finalement une centaine d'universitaires. La formation du chirurgien thoracique, elle passe par la réforme du DES depuis quelques années maintenant. Réforme qui impose un internat en 4 ans, avec une phase de consolidation qui dure pendant 2 ans, qui correspond à la dernière année d'internat initialement, et une année de quasiment assistant avant un poste d'ES. Nous avons des obligations en termes de formation avec un choix imposé qui est la formation par la simulation qui, en 10 ans, s'est imposée dans nos cycles de formation. De l'école de chirurgie, on est passé à des centres de simulation. Il y a eu quelques évolutions pédagogiques et la société française a décidé d'investir ce champ en créant un bootcamp, c'est-à-dire pendant 2 jours, on va consacrer du temps pour les internes au début et à la fin de leur formation pour leur apprendre des gestes de base. Des gestes de base en chirurgie pour la question technique, mais également non technique. Et ils vont bénéficier au cours de 2 jours, donc au Medical Training Center de Rouen, d'un accompagnement quasiment personnalisé avec des membres de la Société française du Collège de chirurgie thoracique cardiovasculaire pour leur apprendre le b.a.-ba de la chirurgie cardio-thoracique. Le choix a été fait volontairement de ne pas différencier chirurgie cardiaque et chirurgie thoracique, histoire d'élargir l'horizon de nos internes et de leur apprendre les fondements d'un métier exigeant. Deuxième école de chirurgie, ou plutôt centre de simulation qui a été pris en compte par le collège, c'est l'atelier SimLife. SimLife, c'est un cadavre perfusé qui vous permet de reproduire quasiment en conditions réelles, donc en immersion quasiment totale, des gestes chirurgicaux, que ce soit de la chirurgie cardiaque, le remplacement valvulaire comme on le voit ici, sur un cœur non battant mais perfusé, et également, on va pouvoir reproduire des gestes de chirurgie thoracique, à terme, la chirurgie de l'aorte et également des lobectomies pulmonaires. Les internes sont ici déjà mis en situation de compagnonnage et les vieux internes vont aider les jeunes internes à faire de la chirurgie ouverte notamment et en chirurgie minimalement invasive, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et déjà, on apprend les bases de ce qui sera l'accompagnement chirurgical de ce qu'on pourrait appeler le compagnonnage comme on l'a toujours perçu. Et finalement, avec la chirurgie robotique, pardon, on a pu démocratiser, et dans chaque bloc opératoire de CHU, il y a un robot, et donc chaque robot peut être lui-même un certain centre de simulation, que ce soit avec des moyens simples ou avec des moyens numériques, avec ce qu'on appelle le SimHow, qui est le logiciel de simulation donné par la firme Intuitive. Enfin, il n'est pas donné, il est acheté. Finalement, il permet d'acquérir une gestuelle de base en chirurgie robotique.
Donc effectivement, cette simulation numérique, elle s'est complètement démocratisée. Le compagnonnage, ça reste le b.a.-ba de la formation d'un chirurgien. Ça reste l'ADN de notre pratique finalement. Ce compagnonnage, il va être revisité. Revisité grâce notamment à la chirurgie robotique. On avait déjà montré, en faisant la thèse du docteur Mélanie Mallet, l'intérêt des écoles de chirurgie en chirurgie minimalement invasive. Notre crainte étant que l'interne étant plus tardivement mis en situation de chirurgien acteur finalement d'une intervention, on craignait effectivement qu'il prenne plus de temps à acquérir une gestuelle complexe qu'était la chirurgie thoracique minimalement invasive. Les faits sont complètement inverses. Au contraire, d'une génération à l'autre, là je vous ai présenté 3 générations de chirurgiens, des learning curves qui sont faits sur des courbes de Kusum. On retrouve effectivement chaque génération après génération, une acquisition du geste plus rapide. Cela, c'est sans doute dû effectivement à des écoles de chirurgie au sens de services qui sont eux-mêmes formateurs, ça c'est évident, mais également c'est dû à de multiples accès, notamment à l'information, un accès qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on peut voir grâce à cette chirurgie minimalement invasive dont l'interface avec le système permet de capter des interventions entières et d'avoir accès à ces interventions entières. La chirurgie robotique va aller encore plus loin. Là, vous voyez une vidéo que j'ai prise la semaine dernière. En vert, vous avez l'interne, je suis sur la console en bleu. Et avec ce système de double consonne, on peut prendre, donner la main, rendre la main, reprendre la main. Et à ce moment-là, on est dans la même situation que l'interne. Et on place l'interne dans la même situation que nous. Et avec un système de pointeur, on peut même lui pointer les gestes à faire. Et donc, la chirurgie robotique va nous permettre de guider l'interne pas à pas. Encore mieux qu'en thoracotomie, on est en face de l'interne à guider ses gestes. On est dans la même situation, avec la même vision, avec la même exposition. Autre élément qui va faciliter l'apprentissage, et notamment l'apprentissage de l'anatomie pour l'interne à l'ère de la chirurgie minimalement invasive, également de l'épargne parenchymateuse, c'est la planification 3D. Effectivement, nous avons de plus en plus accès à des logiciels qui permettent des reconstructions et qui permettent d'avoir une vision précise de l'anatomie. Certains services, je pense à celui de M. Basse, qui, à Rouen, arrive à faire des staffs entiers avec ces appuis-là. Pour notre part, on avait décidé de les utiliser uniquement pour les segmentectomies complexes. Et donc, en début de procédure, souvent, je montre ces reconstructions 3D qui permettent à l'interne de se familiariser avec les différents éléments, leur rapport et les risques inhérents à la chirurgie. Vous voyez ici la tumeur et autour cette marge de résection de 2 cm qui nous permet d'envisager une segmentectomie apicale. Il ne faut pas être candide. Effectivement, on a un accès quasiment illimité par des réseaux sociaux, vous en parliez, qui sont plus ou moins contrôlés. Bon, je vous parlerai de CTS.net ou de MMCTS, qui sont des médias avec un comité de lecture, donc des choses qui sont contrôlées. Moi, j'invite souvent les internes à discuter avec moi des vidéos qu'on voit. Quand vous regardez sur YouTube, vous mettez RAS lobectomie, donc qui correspond à une lobectomie robot assistée, on s'aperçoit des choses qui peuvent être dangereuses. Quand on va pour Big N1 lung cancer ou Sleep lower lobectomie ou T4 NSCLC after immunotherapy, on est dans des lobectomies par voie minimalement invasive en dehors des recommandations. Et ça suppose une discussion au moins au préalable pour juger des risques de ces médias. Mais c'est toujours assez intéressant. Il y a un accès en tout cas à l'information qui est assez incroyable de nos jours. Le troisième axe que j'allais aborder avec vous, c'est comment le Collège de chirurgie thoracique et cardiovasculaire français a décidé d'uniformiser cette formation parce qu'au final, on se retrouve avec un accès à l'information quasiment très étendu en tout cas. Il y a aussi un bon nombre d'informations à des formations transversales, hein. On parle de DU, on parle de beaucoup de choses.
et un accès à des formations en centre de simulation également. Il a été décidé effectivement d'uniformiser la formation de l'interne de chirurgie thoracique en France euh, par un collège unique. Et ainsi, cette formation, elle va reposer sur un cursus théorique qui va avoir comme lieu un séminaire principalement régional dans 4 régions, au moins 2 fois par an, hein, et un séminaire national à l'occasion du Congrès national de chirurgie thoracique. Ça, c'est pour le cursus théorique. Il a également été décidé d'additionner à ce cursus, et c'est assez novateur, un simulatio curriculum, un curriculum par la simulation, qui va se baser au moment des séminaires par de la simulation procédurale, effectivement, de la simulation également pour la paroi, hein. L'ostéosynthèse costale est abordée à ce moment-là souvent à Bâle. Le SimLab qui a lieu à Poitiers va également reprendre la gestuelle et à chaque fois, on va également aborder des caractères techniques et non techniques de cette formation. Le bootcamp est un effet majeur, effectivement, en fin de formation. Et vous voyez ce que ça représente pour une société qui n'a que 100 universitaires. On se retrouve avec une offre de formation à soutenir et qui demande l'implication de toute la société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. En conclusion, chers maîtres, chers confrères, je voulais vous rassurer dans le sens où, effectivement, il y a une offre de formation par la simulation qui est pléthorique, mais là, notre ADN, ça reste le compagnonnage chirurgical, parce que c'est le seul qui permettra à la fois d'assurer le savoir de nos élèves, leur assurer aussi de savoir-faire et également leur présenter un savoir-être. Et je vous laisserai sur cette phrase du professeur Chaffanjon qui a écrit un petit ouvrage sur le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup au docteur Delesquin de cette très belle communication qui entre complètement dans la mission de l'Académie nationale de chirurgie cette année. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais nous avons, à la demande de Catherine Vautrin, organisé un colloque le 15 mars dernier à l'Assemblée nationale sur les nouvelles formations, incluant effectivement tout ce qui est innovation, à la fois robotique, IA et simulation. Et nous avons un rendu fixé déjà avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, le 28 octobre prochain. Et donc, il y a des groupes de travail sur cette réflexion parce que c'est une véritable révolution. Et comment on évalue aussi nos nouveaux internes avec ces nouvelles techniques. Et nous sommes bien entendu, comme vous l'avez dit en conclusion, donc on est tout à fait tous d'accord pour se garder cette notion de compagnonnage qui nous paraît être la base de notre formation initiale et même dans le futur. Il y a sûrement des... Ah voilà, le professeur Benamou. En effet, je pense que votre contribution il y a plusieurs groupes de travail qui sont en train de se constituer maintenant, en particulier sur une réflexion sur les écoles de chirurgie et la place des collèges nationaux d'enseignement en lien avec la Société savante nationale et en lien avec les conseils nationaux professionnels. Parce que l'organisation de ces formations, on voit bien l'effort que ça représente, à la fois en moyens technologiques, en moyens de déplacement des élèves au travers des régions, donc les moyens financiers qu'il est nécessaire de trouver, et également en moyens de forces humaines pour gérer le compagnonnage des jeunes. Donc tout ceci est véritablement un énorme dossier sur lequel nous voudrions aboutir au mois d'octobre prochain par une convention qui pourrait être signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé sur une meilleure coordination des efforts que nous faisons tous, en particulier dans les écoles de chirurgie, mais en lien avec l'ensemble de l'écosystème de formation, société savante, société professionnelle, les CNP. Et donc, tout ceci mérite véritablement que vous investissiez avec tout ce... Vous êtes là et vous allez certainement apporter votre contribution, c'est important. Merci. Monsieur le secrétaire perpétuel. Tiens. Oui, bravo pour votre présentation.
D'ailleurs, je trouve ça très rassurant de voir que les collègues sont dans des filières comme ça, etc. Ma question, elle porte sur les moyens, qui a été un peu abordée par Albert-Claude Benamou. C'est l'accès, en fait, l'accès à ces process. Est-ce que tout le monde y a accès? Combien ça coûte? Quels sont les investissements? Par exemple, la double console robot, c'est magnifique, mais il y en a beaucoup. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il en est dans la pratique? Merci beaucoup pour votre question. J'aurai une réponse en deux temps. La première réponse, c'est que le collège a choisi d'être le guichet d'entrée pour ce type de formation, en tout cas pour le SimLife et pour la formation pour le bootcamp. Et ainsi assurer une certaine équité en formant toute une promotion au bon moment, parce que le faire trop jeune ou trop vieux, ça compte énormément dans la formation. On sait qu'il y a un timing à respecter. Et donc, tous les internes de chirurgie thoracique cardiovasculaire inscrits dans la maquette ont accès à ce type de formation avec un réel effort financier qui est soutenu par la société française. Je ne me trompe pas. Merci Henri. Xavier Benoît Journeau, donc le président de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Je m'associe à ce que vous venez de dire. L'effort financier est un modèle économique nouveau parce que les facultés ne nous suivent pas forcément. Elles gardent pour elles les droits de scolarité payés par les étudiants et ceci reste assez cher. Alors, on n'est pas d'accord sur nos chiffres, mais globalement, un interne coûte sur un cycle de formation sur 5 ans à peu près sur fonds propres à peu près 7 000 € que met notre société savante. Sur les 5 ans, oui. Non, par an. Alors, par an, mais comme on contractualise avec l'industrie, on a des rentrées d'argent, donc il faut les décalquer de notre chiffre d'affaires. Mais globalement, le déficit d'un étudiant, c'est 7 000 € perdus par la société française pour un étudiant sur 5 ans, sur fonds propres. J'aimerais attirer votre attention sur une deuxième chose, moi qui me donne beaucoup d'espoir. Comme l'a mentionné le docteur Delesquin, on repose sur une centaine d'universitaires. Et c'est très faible pour le nombre d'événements que l'on crée. Et cette année, on a créé pour la première fois un appel à candidature aux chirurgiens du libéral. Bien sûr, ils ne sont pas rémunérés. On leur paye les frais de transport, on leur paye les frais d'hébergement. Et on a pu remplir la totalité avec des retours de nos collègues du privé qui sont, dans l'esprit du compagnonnage, ravis de venir sur des formations d'ateliers. Alors, on ne va pas leur demander de faire des formations universitaires avec des présentations théoriques, mais c'est vraiment de la compétence chirurgicale, mise en place d'une valve cardiaque, une lobectomie robotique, etc. Et ça a eu beaucoup de succès. Et on va le renouveler. Et je pense que c'est un vivier à exploiter. Jean-Philippe Avaro, donc le directeur du collège, pour bien éclaircir les chiffres, ce qu'on demande à l'industrie pour l'instant, puisque c'est notre seul moyen de financement, et par interne, en gros, on demande à l'industrie 50 000 € par interne pour son cycle de 6 ans. Voilà. Si on devait transférer cette demande aux tutelles, ce serait de coût. Alors nous, on est une spécialité qui intéresse pas beaucoup les tutelles parce qu'on est à la fois un petit effectif et on est très cher en technicité. Donc, on nous a plutôt, pour l'instant, nous demandé de nous débrouiller pour le financement. Je vous rassure, lors du colloque du 15 mars, toutes les spécialités sont arrivées à 7 000 à 8 000 € par an. Donc, ce n'est pas propre à la chirurgie thoracique. Professeur Benamou. Oui, juste un complément d'information. Avec la conférence des doyens et avec la conférence nationale des collèges nationaux d'enseignement, en particulier pour les formations procédurales qui concernent les chirurgiens essentiellement, mais également les soft skills, il est important le rapport qui a été présenté d'ailleurs au ministère de la Santé, ça devait être probablement, mais il y a eu un changement de ministre qui a empêché la conclusion des accords, mais c'était autour d'un financement aidé par l'État, autour de 8 000 € par an par interne en chirurgie. En intervention, plutôt en actes opératoires dans lesquels on doit inclure les formations interventionnelles, pas seulement les actes chirurgicaux au sens classique du terme. Alors, si vous avez l'opportunité de faire remonter ce message à nos tutelles, il faut que la transparence avec l'industrie soit un peu plus claire. C'est-à-dire que l'industrie ne peut pas prendre en charge la formation directe des internes. En revanche, l'industrie peut financer une société savante qui, elle, prend en charge les internes. Bon, on appelle ça du blanchiment d'argent organisé. Mais c'est une forme de blanchiment. Mais l'industrie, comme le rappelait le professeur Avaro, est notre seul moyen de formation actuellement. Les écoles de chirurgie
se conduisent un peu comme ça. Pour financer, par exemple, Jacques Hubert, l'école de chirurgie de Nancy, m'a expliqué que, effectivement, pour avoir de l'argent, comme une partie ne vient pas, ce n'est pas suffisante, celle qui vient des universités, des inscriptions, il faut absolument qu'il y ait de l'argent qui vienne des industriels, mais pour empêcher qu'il y ait un conflit avec les industriels et l'administration, ça passe par une caisse noire des professeurs, etc., qui apportent le complément financier. Donc, vous voyez, c'est ce type de problème qu'il faudrait régler de manière transparente. C'est ce qu'on voudrait qu'à la fin de l'année, on puisse discuter clairement avec nos autorités pour dire, mettons les cartes sur table et il faut avancer. On peut faire autrement. Je vais quand même compléter le professeur Benamou, c'est de bon présage dans la mesure où la ministre a quand même accepté que le rendu ait lieu chez elle pour tous ces problèmes-là. Donc, on ne sait pas comment ça va se finir, mais c'est déjà assez positif. Mais c'est un vrai problème, hein, quand même. Merci beaucoup pour cette belle communication complètement d'actualité et j'appelle donc